d'ouverture. Alors, on n'aura pas un PowerPoint sur tout le long de façon à pouvoir garder le contact, à ce que je puisse garder moi le contact avec vous, parce que là, ça me fait beaucoup d'écrans à regarder en même temps. Mais n'hésitez surtout pas à participer directement dans le chat, puisque dès que j'aurai arrêté de partager l'écran, j'y aurai accès facilement. Et même à éventuellement demander à participer. On a vraiment largement le temps de tout se dire. Et vous pouvez poser des questions concernant votre propre projet. Je ne dis pas que j'aurai la réponse immédiate à toutes les questions, mais en tout cas, ça peut faire avancer le débat. Ce sera utile à tout le monde. Et puis, c'est plus sympa comme ça. Mon intervention, ça va durer environ une petite heure. Et donc derrière, on aura encore le temps pour des questions. Donc, si vous avez envie de les poser plutôt à la fin, on peut aussi garder ça pour la fin de l'atelier. Alors, de temps à autre, il y aura quand même quelques éléments en partage sur l'écran. Et à la fin de l'atelier, après, vous allez recevoir un mémo dans lequel il y aura je crois, les 5 ou 6 points qui me semblent être absolument essentiels à retenir en sortant de cet atelier. Donc ça, on vous l'enverra. Alors, je vais débuter. Est-ce que ça marche comme ça? Non. Alors, comment je fais? Excusez-moi. Ah, vous voyez mon écran? Bah, moi, je n'arrive pas à passer au slide d'après. Voilà. Donc, on va débuter par le programme. Alors, premier point, on va voir la localisation, pourquoi c'est important. Ensuite, on dira c'est quoi une bonne localisation. Un point sur le passage entre les mythes et la réalité. Un tout petit paragraphe sur le voisinage. Un chapitre un peu plus long sur le budget, combien ça coûte une bonne localisation. Ensuite, on rentrera dans pas le vif du sujet, mais dans dans la deuxième partie, on va aller plus sur les quartiers bruxellois. Donc, je dirais que la première partie est plus théorique et la deuxième partie vous permet d'être un peu plus sur le concret du terrain. 7 quartiers auxquels probablement vous ne pensez pas encore. Les éléments pour connaître un quartier. Ce que Hub Brussels peut faire pour vous. Et puis, un petit mot sur l'équipe et je passerai avec vous le mémo en revue. Et ensuite, on aura effectivement le temps pour des questions. Voilà, alors, je vais arrêter le partage d'écran. Comme ça, je suis avec vous. La première question qu'on va aborder, c'est donc la localisation. Pourquoi c'est important? Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est certainement parce que vous avez commencé à travailler sur un projet d'ouverture de commerce et que vous avez l'intention d'en vivre ou en tout cas de rencontrer un certain succès. Eh ben, la localisation, c'est tout simplement le point de rencontre entre votre idée et le monde extérieur. Donc, le point de rencontre entre votre offre et le portefeuille de la clientèle. Bon, ça, je pense que ce n'est pas très difficile à comprendre. C'est un peu comme si vous faites un gâteau et il faut le mettre sur la table pour qu'il soit mangé. Et si vous le laissez dans le four, ça n'a pas d'intérêt et ça finit par plus intéresser personne. Et ben, pour les commerces, c'est pareil. Il faut les installer là où la clientèle est susceptible de les voir et de se sentir concernée. Alors, je vais faire un point quand même sur la situation actuelle. Pour le reste de l'atelier, on va considérer qu'on n'est plus confiné chez soi, parce qu'évidemment, ça fausse complètement le propos. Évidemment, la crise qu'on est en train de vivre et qui nous occupe depuis plusieurs mois a tout à fait, a profondément modifié les aspects, notre façon de prendre en considération la localisation et la théorie que j'ai aujourd'hui, qui est quand même pas encore une théorie tout à fait affirmée, c'est pas du tout la même que celle que j'avais en début d'année. Mais on va quand même faire globalement comme si les commerces étaient généralement ouverts et que la population était libre d'aller et de venir. Je pense que on peut espérer revenir à cet état de fait et ça nous simplifiera les choses
Si on part sur des conjectures, évidemment, c'est plus compliqué. Voilà, donc ça, c'était le premier point. Sauf réaction de votre part, je pense que c'est assez clair. Donc la localisation, c'est important parce que c'est ça qui va vous permettre de faire connaître votre offre. Le deuxième point qui me semble un peu plus crucial, c'est quoi une bonne localisation? Alors, la bonne localisation, c'est un peu comme la bonne ou la mauvaise situation d'Otis. Mais c'est quand même un peu vrai. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise localisation. Il n'y a pas, ça dépend vraiment. Enfin, il n'y en a pas dans l'absolu. C'est vraiment propre à chacun. Par exemple, si vous ouvrez une maroquinerie artisanale dans la rue Neuve, non, si vous ouvrez une maroquinerie artisanale dans la rue Neuve, c'est pas forcément une bonne localisation. Par contre, si vous investissez dans une franchise de bonbons, la rue Neuve, là, ça devient parfait. Donc, en fait, la localisation, ça va dépendre de votre concept et de la façon dont vous avez défini le projet. Parce qu'un concept n'est pas l'autre. Même une maroquinerie artisanale, si on reprend cet exemple-là, elle peut exister de plein de façons différentes. Si on s'inscrit dans une tendance où venir dans un commerce, c'est faire une expérience, c'est voir l'artisan au travail, si on peut choisir son cuir, si le style c'est plutôt urbain et branché, bon, je pense qu'assez naturellement, on va vous orienter vers un quartier type Dansart. Mais si on vise plutôt une maroquinerie, quand on y rentre, on a un sentiment de luxe, le style est plus classique, moi, je vais vous orienter vers le Sablon. Donc, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on dit maroquinerie qu'on ne doit pas aller rue Neuve, ce n'est pas parce qu'on dit maroquinerie qu'on doit aller sur Dansart. Voilà, il faut aller vraiment beaucoup plus loin dans la définition du projet. Donc, la première étape, c'est la rédaction d'un business plan. Et dans ce business plan, il y a un indispensable qui est l'étude de marché. Donc, je vous rappelle à ce sujet qu'il y a une formation sur l'étude de marché le 10 décembre en matinée et je vous mets tout de suite le lien dans le chat pour vous y inscrire si ça vous intéresse. Hop, voilà. Voilà, donc ça, c'est vraiment un indispensable, l'étude de marché. En fait, c'est parce qu'on fait un bon business plan qu'on peut déterminer une bonne localisation. Parce qu'une fois qu'on a fait un bon business plan, ça suppose qu'on connaît son produit, qu'on connaît sa clientèle et qu'on connaît sa concurrence. Donc, il ne faut absolument pas passer à côté de cette étape. J'insiste un petit peu, mais vous avez énormément d'aide en région de Bruxelles-Capitale en termes d'accompagnement pour la rédaction d'un business plan. Et si vous ne les connaissez pas, on peut tout à fait en parler en fin de session. Donc, finalement, si je résume, une bonne localisation, c'est là où votre clientèle se trouve, là où elle ne trouve pas encore votre produit, ou en tout cas pas dans cette forme-là, et là où la concurrence est mesurée. Donc, si vous ouvrez, prenons une boucherie, dans une rue où il y en a déjà 3 ou 4, il faut vous interroger sur les raisons pour lesquelles la clientèle viendrait chez vous. Pourquoi est-ce qu'elle changerait ses habitudes pour vous? Déjà, avant qu'elle sache que votre produit, c'est le meilleur du monde, il va falloir qu'elle accepte, enfin qu'elle ait envie de venir chez vous, qu'elle ait le réflexe de ne pas aller chez son boucher habituel. Ensuite, vous considérez probablement que vous avez le produit le meilleur du monde. Mais on est tous différents et chacun a son avis sur telle boucherie, telle boulangerie et même telle maroquinerie. Donc, il y en a pour tous les goûts, mais avant que quelqu'un change pour venir chez vous, il faut vraiment… les changements d'habitude, c'est extrêmement long. On nous l'a beaucoup dit au début du Covid que ça mettait… à tout le moins 3 semaines quand on était absolument forcé par ordre gouvernemental et de police de rester chez soi. Alors imaginez quand on est libre de choisir là où on va faire ses courses, le temps qu'il faut pour tout à coup se dire tiens, je vais aller essayer
ce nouveau commerce. Voilà, parfois c'est un défi qui est en fait pas nécessaire pour débuter. Parce qu'en fait, des boucheries, il en manque dans plein de quartiers. Des boulangeries, il en manque dans plein de quartiers. Des maroquineries, il n'y en a pas beaucoup. Donc, n'hésitez pas à aller chercher un quartier dans lequel votre produit n'est pas encore présent. Pour appuyer ce que je dis, je vais partager mon écran. Et je vais vous montrer le témoignage d'une commerçante qu'on a accompagnée récemment et qui a ouvert une pâtisserie du côté de ma campagne. Et elle dit « Je pensais à tort que dès qu'un nouvel établissement ouvrait en ville, cela se savait très vite. » Voilà, moi je trouve que c'est vraiment très instructif. C'est quelqu'un qui a lancé un produit totalement innovant, c'est elle qui l'a inventé, mais en fait, elle a lancé une pâtisserie. Et donc, une pâtisserie, ça ne vient pas remplacer toutes les autres pâtisseries, quand bien même elle aurait un produit particulier. Voilà, j'en profite pour vous dire que nous avons effectivement un groupe Facebook spécifique à notre équipe, sur lequel les commerçants peuvent partager des bons plans, des idées, des questions. Je vous mettrai le lien aussi dans le chat un petit peu plus tard. Et n'hésitez pas à vous faire membre pour être au courant des actualités du secteur du commerce à Bruxelles et de nos actions. Alors, je vais passer à la troisième partie qui concerne le passage. Et on va rester ici dans des témoignages. Donc, je viens de vous dire qu'il faut installer votre commerce là où est votre clientèle. Et en entretien, j'entends très souvent « moi, il me faut du passage ». Alors, bon, bien sûr, il faut du passage à tout le monde. On est tout à fait d'accord sur le fait que s'installer dans une rue où il n'y a que des gens qui sortent de chez eux le matin et qui rentrent à 19h après être allés travailler, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour finalement à peu près aucun produit. Donc ça, vous pouvez déjà les oublier, ces rues-là. Les rues absolument purement résidentielles. Mais pour autant, il y a passage et passage. On a parlé tout à l'heure de cette maroquinerie de luxe. Est-ce que vous pensez, là je vous ai mis une photo de la rue Neuve, donc il y a 50 000 personnes qui passent par jour sur la rue Neuve à peu près, en temps normal évidemment. Est-ce que ces 50 000 personnes qui sont plutôt dans une quête de produits de qualité mesurée et surtout de prix, est-ce que ce passage-là est intéressant pour le commerçant qui est maroquinier, artisan maroquinier? À mon avis, et bon, je ne vous vois pas, donc je ne vous vois pas réagir, c'est pas du tout intéressant. Et donc, il n'y a absolument aucune plus-value à aller viser la rue Neuve, le montant astronomique de ses loyers, etc., pour un commerçant qui serait un artisan. Le passage, c'est comme pour beaucoup de choses, il faut privilégier du qualitatif à du quantitatif. Mais vous verrez quand même dans les slides suivants que pour bien des commerçants, dans leur vécu, le passage, ça reste une donnée importante. Alors, voilà, j'ai interrogé quelques commerçants qu'on a accompagnés sur les dernières années et qui ont gentiment pour vous accepté de partager leur point de vue sur le passage. Ici, vous avez Cécile Jérôme qui a ouvert un commerce de seconde main pour femmes. Ça s'appelle Déjà Vu et ça se situe à côté de la plage Jourdan dans le petit pitonnier de la chaussée de Wavre. Et elle dit si le commerce se situe dans un lieu de passage, cela augmentera les chances de faire découvrir celui-ci à un plus large public. Par expérience et pour avoir testé divers quartiers, le passage et les curieux sont vraiment un atout. Il faut même à certaines personnes plusieurs passages avant de se décider à rentrer. Par contre, d'autres n'ont besoin que de voir la boutique depuis la fenêtre du tram, et ça c'est du vécu, pour venir jeter un œil dès que c'est possible. Voilà, donc
évidemment le passage comme possibilité d'être repéré. Ici, on a Octave Laloux de la fromagerie Saint-Octave, que vous connaissez peut-être aussi. Octave, il a 3 fromageries maintenant. Il y en a une qui se situe dans les Marolles, rue Haute, dans la partie plutôt vers la Porte de Halle. Il y a celle que vous voyez en photo et qui est située à côté de la place Van Menen à Saint-Gilles. Et il en a ouvert une assez récemment à Uccle, du côté entre Vivier-Doix et Fort-Jacot, plutôt Vivier-Doix. Et Octave, il nous dit, la localisation, ça fait 50% du succès dans un commerce de bouche. Quelqu'un qui travaille bien, mais qui a un mauvais emplacement, fera par exemple 100. Un autre qui ne se foule pas, mais qui a un bon emplacement, pareil. Mais la combinaison des deux font qu'un commerce de bouche peut exploser et faire 150, 200. Voilà, c'est plutôt ce qui lui arrive à lui. Arnaud Mesdag, qui a lancé plusieurs concepts Horeca à succès, et le dernier qu'il développe actuellement, c'est La Meute. Donc ça, c'est un restaurant de viande. Et celui que vous voyez en photo est rue Les-Brossards. Il y en a un qui est en préparation et qui ouvrira après le confinement, place Saint-Job. Alors, il nous dit 90% des clients viennent dans un quartier pour nous, mais ils viennent aussi parce que l'offre y est développée en termes de commerce attractif. Bien sûr, plus il y a de passages, plus la possibilité qu'un client rentre dans l'établissement ou le découvre est grande. Je ne parle pas de restaurant gastronomique ou d'adresse spécifique, bien sûr. Donc ça, c'est évidemment très intéressant. C'est ce qu'on appelle le commerce de destination, le restaurant gastronomique ou, voilà, imaginons l'unique artisan maroquinier bruxellois, eh bien, il a un aspect de différenciation tellement particulier que les gens vont se déplacer pour ce commerce en particulier, quel que soit son emplacement. Mais avant de vous autodéterminer commerce de destination, il faut vraiment bien étudier la concurrence et votre concept. Voilà, mais donc la différenciation, ça joue. Et dernier exemple, dernier témoignage, c'est Stéphanie Roisin qui a lancé encore un concept de seconde main pour enfants cette fois-ci qui s'appelle la Ritournelle. Et alors la Ritournelle, c'est très intéressant parce qu'elle est située dans vraiment une petite rue résidentielle scarbécoise, pas loin du parc Josaphat, qui est considéré par nos services comme absolument pas commercial. Et ce qu'elle nous dit, c'est le passage dans la rue est très important. Nous, on ne fait même pas de comptage dans cette rue tellement on trouve que c'est pas considéré. Mais donc, voilà, c'est pas parce que ça n'a pas été identifié comme quartier commerçant par une instance que ça veut dire qu'il n'y a pas de passage. Hein. Donc, elle nous dit, il y a beaucoup de gens qui se rendent à pied au parc et qui donc passent devant ma boutique. Il ne faut pas sous-estimer aussi les automobilistes qui passent devant le magasin et puis qui un jour décident de s'arrêter. Ma rue est devenue à sens unique depuis le 3 août dernier. C'est vraiment une catastrophe pour les commerces de la rue. Elle est devenue exclusivement résidentielle et maintenant, c'est un casse-tête pour arriver à passer dans la rue. Voilà, donc aussi être assez conscient que la donnée d'un jour n'est pas celle de toujours et qu'on ne peut pas être absolument dépendant du passage. Enfin, évidemment, on est toujours dépendant du passage qu'il y a dans sa rue, mais que ce n'est pas une donnée brute qui ne bouge pas. Voilà, après les attentats bruxellois, il n'y avait plus de passage dans le centre-ville. Quand il y a des travaux, il n'y a plus de passage dans une rue. Et donc, il ne faut pas considérer que toute la réussite du commerce doit reposer sur le passage. Un peu plus tard, dans la présentation des outils, je vous parlerai de ceux qu'on met à votre disposition pour estimer le passage dans les artères commerçantes. Maintenant, je vais faire un petit point. Si c'est OK pour tout le monde, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Là, j'ai de nouveau accès au chat et donc je peux réagir. Alors, je vais faire un petit point rapide sur le voisinage parce que ça, d'ordinaire, vous êtes assez d'accord et vous maîtrisez. Donc, c'est évidemment un plus d'avoir des voisins commerçants qui soient actifs, motivés, dont le type de produits vendus ou alors la façon de les vendre sont relativement proches des vôtres.
Ça vous permet en fait, dès l'ouverture, de profiter du dynamisme naturel du quartier, permet de profiter de la clientèle qui vient déjà chez les voisins et ça facilite la vie du client. Donc, grosso modo, la recherche d'un voisinage de qualité, c'est très bien. Encore une fois, là aussi, il vaut mieux préférer la qualité à la quantité. C'est pas parce que vous vous insérez dans un tissu de Pauline, j'ai vu votre question, je vais essayer d'y répondre dans un instant. C'est pas parce que vous vous installez dans un tissu de 20 commerces que dans un linéaire de 20 commerces que c'est forcément mieux que si vous installez dans un linéaire de 3 ou 4 commerces très pertinents par rapport à votre activité. Mais donc ça, je pense que c'est relativement simple pour vous de le comprendre. Arnaud Mesdag, dans son témoignage, nous le disait aussi, 90% des gens viennent pour nous, mais ils viennent aussi parce que dans le quartier, ils vont trouver autre chose. Alors, Pauline, vous posez la question il faut avoir un passage de 1500 personnes par heure en face d'une boutique pour que ça vaille le coup. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette information ? Je n'ai absolument aucun chiffre qui va dans ce sens-là et je trouve ça énorme, 1500 personnes par heure. Donc, je dirais, spontanément, j'aurais tendance à dire non. On a, par exemple, rue Les Broussards, qui est une rue bien active de Bruxelles, sur laquelle il est tout à fait pertinent d'ouvrir un commerce aujourd'hui. Après, ça dépend évidemment de la typologie de commerce, mais on a 6500 personnes par jour, si je ne m'abuse. Si je divise par le nombre d'heures d'ouverture des commerces, on est certainement à moins de 1500 personnes et ça fait partie des rues assez fréquentées. Vous avez plein de rues où le passage par jour, c'est plutôt de l'ordre de 1800, 2000, 3000 et c'est déjà très bien si c'est qualifié par rapport à votre projet. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez ouvrir, Pauline, comme commerce, mais je ne pense pas qu'aller sur que garder ce chiffre en tête va vous permettre d'aller vers quelque chose de réaliste. Ça me paraît vraiment très très ambitieux. Alors, une autre question de Amal, est-il possible autorisé de faire une dégustation gratuite de nourriture, par exemple, devant son établissement dans la rue ? Joker. je ne sais pas. Je pense qu'il est autorisé de faire une dégustation ponctuelle, de façon... Oui, alors déjà hors coronavirus, parce que bon là, aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire grand-chose à ce sujet-là, mais je pense qu'il est autorisé de faire déguster ponctuellement des produits devant son établissement à partir du moment où ce n'est pas rémunéré et où il y a un minimum d'encadrement sanitaire. Mais bon, ça, il faudrait creuser davantage. Peut-être que sur le site du 18-19, vous auriez la réponse. Alors, si c'est OK, je vais revenir à mes questions de localisation. Et là, le chapitre que je voulais aborder, c'était les sous, le budget. Parce qu'avant de vous mettre en quête d'un local, il va falloir savoir quel est votre budget pour ce local. Alors, je vais repartager mon écran parce que là, j'ai une petite liste pour vous. Tac, non, c'est pas comme ça. Voilà, combien ça coûte une bonne localisation. Donc, parmi les postes qu'il faut considérer pour évaluer le budget de votre localisation, il y a évidemment le montant du loyer. Le loyer en tant que tel, ça, c'est la base. Ça vous paraîtra assez logique, j'imagine. Vous avez aussi un poste à ne pas négliger. Alors, ce n'est pas des frais fixes, c'est un montant qui arrive une seule fois, mais qui est généralement relativement conséquent, et qui est le pas de porte ou le fonds de commerce. On pourrait vous demander ça à l'entrée. Alors, je vais faire quelques précisions sur ces deux données, parce que ce n'est pas toujours maîtrisé, et à juste titre, c'est assez flou. Alors, le pas de porte, c'est un montant qui est décidé par le propriétaire, parfois par le cédant, mais là, il y a un peu confusion, pour l'unique raison qu'il considère que l'emplacement est super. En France, on appelle ça le droit au bail.
En Angleterre, on appelle ça the key money, l'argent de la clé. Moi, je trouve que c'est assez parlant dans ces deux acceptions-là. Euh, En gros, c'est une somme qui va partir pour quelque chose d'impalpable. Bon, la clé, c'est palpable, mais vous voyez que vous n'obtenez rien en échange de ces sommes-là, qui sont souvent conséquentes. Pour un pas de porte, encore une fois, pré-coronavirus, on était souvent aux alentours de 100 000 euros sur Bruxelles. Pour un fonds de commerce, dans l'Horeca, autour de 90 000 euros, c'est du super classique. Alors, souvent, quand on quitte le local, on peut le récupérer parce qu'à son tour, on va demander un pas de porte. Et donc, c'est un investissement qu'on récupère par la suite. Mais il suffit d'une crise économique, d'une pandémie, de travaux dans la rue, d'une urgence à fermer la boutique pour que vous ne puissiez pas demander autant. Donc, attention, ce montant-là, il faut y prendre garde. C'est une donnée. Donc, ne dites pas, moi, je vais chercher un local sans pas de porte, sans fonds de commerce. Évidemment, on vous le souhaite, ce sera très bien pour vous si ça se passait comme ça, mais il est tout à fait possible que ça n'arrive pas et que du coup, ou bien ça rende votre recherche extrêmement longue et laborieuse, ou bien que en fait, ça fausse complètement votre plan financier. Donc, je trouve qu'il faut prévoir dans un plan financier cette donnée, mais par contre, ça se négocie. Et là, ça n'a absolument rien de scientifique, mais moi, ça fait 7 ans que je fais ce métier et mon observation personnelle au cours de ces 7 dernières années, c'est qu'une négociation est possible entre 10%, donc partons de 100 000, on peut faire baisser le pas de porte à 90 000 euros, mais on peut aussi le faire baisser à 30 000 euros. Entre 10 et 70%, ce sont des chiffres que j'ai vus et pas qu'une seule fois. Donc, c'est tout à fait possible. Donc, la règle numéro 1, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de négocier. Voilà. Ça, c'était pour le pas de porte. Ensuite, l'autre notion, c'est le fonds de commerce. Alors, le fonds de commerce, c'est du matériel qu'on va racheter. Par exemple, une trancheuse à jambon, un comptoir réfrigéré, une caisse enregistreuse. Ça, c'est un investissement que vous n'aurez pas à faire par ailleurs. Pour autant que ça vous intéresse. Parce qu'en fait, il est tout à fait possible de vouloir louer une ancienne boucherie pour en faire un salon de coiffure. Et dans ces cas-là, la trancheuse à jambon, vous n'en aurez pas usage. Ou alors, vous avez une façon de couper les cheveux assez particulière. Là aussi, c'est une affaire de négociation avec le cédant. Si le cédant il dit moi c'est à prendre ou à laisser, vous voulez ce local, vous devez prendre la trancheuse à jambon. Si vous le voulez absolument ce local, prenez la trancheuse à jambon, donc vous la payez et puis ensuite c'est vous qui la vendez sur les sites ou sur moi j'ai eu comme ça un commerçant il y a 2 ans ou l'année dernière qui a tapissé sur sa vitrine à vendre frigo, à vendre table, à vendre ceci et puis voilà, il y a eu une journée où il s'est débarrassé de ce mobilier. La difficulté, évidemment, c'est que si vous n'êtes pas expert, si vous êtes coiffeur, vous ne serez pas expert en trancheuse à jambon et que peut-être que vous risquez de la vendre moins cher que ce qu'elle aurait pu être vendue autrement. Donc là aussi, c'est une question de négociation. Vous pouvez, si vous êtes très intéressé par le matériel, mais que vous n'êtes pas sûr de la valeur qu'on vous annonce, faire appel à un réviseur d'entreprise. Comme ça, vous pourriez avoir une vue précise de la valeur des biens matériels et éventuellement aussi du montant de la reprise de la clientèle si vous continuez la même activité. Si vous êtes boucher et que vous reprenez cette boucherie, avoir une idée de la durée de vie des équipements, de leur valeur d'achat initiale, de leur valeur résiduelle et du montant de la clientèle, du montant que vaut en fait le rachat de la clientèle, parce que ça c'est aussi vendu sous l'appellation pas de porte, fonds de commerce, parfois aussi sous l'appellation pas de porte, c'est là que c'est un peu confus. Voilà, mais un réviseur d'entreprise, ça coûte un peu d'argent. Donc, il faut le faire, il faut bien estimer si c'est pertinent de le faire ou pas. Sachez qu'il est possible d'obtenir un subside
pour la reprise d'un fonds de commerce, mais uniquement s'il y a intervention d'un réviseur d'entreprise. Et ça, dès que j'arrête le partage, je vous mettrai dans le chat le lien vers la prime qui vous permet d'obtenir le subside pour le rachat du fonds de commerce. Je vais faire une micro-pause parce que je vois qu'il y a plein de questions qui arrivent dans le chat. Donc, j'arrête le partage. Je reviens sur le chat. Alors, pas de porte versus fonds de commerce. Je ne sais pas si c'est clair maintenant pour Pauline. Ok, super. Le fonds de commerce est-il uniquement le matériel potentiellement laissé ou celui à investir? Alors, le fonds de commerce, c'est celui qui est potentiellement laissé. Celui que vous devez acheter par vous-même, ce sera vos investissements matériels. Donc ça, c'est des catégories comptables sur lesquelles je ne suis certainement pas experte. Mais donc, après, au final, vous allez avoir, si vous revendez votre activité, mettons 4 ans plus tard, votre fonds de commerce, il sera plus large que celui que vous avez acheté initialement, puisqu'il y aura la partie du fonds de commerce que vous avez racheté et puis la partie du matériel que vous avez investi. Et donc, les deux ensemble, ça fera votre nouveau fonds de commerce. Mais ça, votre racheteur, il sera intéressé par savoir les dates de garantie, etc. Mais savoir qui l'a acheté, il s'en fichera un petit peu. Et alors, excellente question de Amy, je pense. Est-ce qu'on paye aussi dans le fonds de commerce l'affectation Horeca? Donc ça, j'allais vous en parler par la suite. Mais effectivement, une affectation Horeca, donc je fais un bond en avant et on en reparlera plus clairement pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une affectation Horeca. Mais une affectation Horeca, c'est donc un permis d'ouvrir un restaurant sur une cellule donnée. Et ce n'est pas si simple à obtenir. Aujourd'hui, c'est même assez compliqué dans certaines communes de Bruxelles. Bruxelles, Ixelles, Saint-Gilles, Schaerbeek, au moins ces 4-là freinent des cas de fer pour qu'il y ait de nouveaux restaurants sur leur territoire. De ce fait, c'est devenu quelque chose de rare. Et du coup, c'est devenu quelque chose de cher. Et donc, effectivement, dans le fonds de commerce, alors, parfois c'est dans le fonds de commerce, parfois c'est dans le pas de porte. Et c'est là que je vous dis que c'est une notion qui n'est pas claire, enfin qui est claire un peu pour personne finalement. L'affectation Horeca est très souvent monnayée. Et c'est aussi pour ça que je vous dis, un pas de porte Horeca, c'est vite 90 000 €. Mais peut-être que dans les 90 000 €, il va y avoir 25 000 € de fonds de commerce intéressants et que le reste, c'est le fait d'avoir une affectation Horeca et de ne pas avoir à s'embêter à faire toutes les procédures qui sont relativement pénibles pour obtenir une affectation hypothétique dans un premier temps. Parce qu'en fait, il vous faut attendre tellement de temps que vous pouvez potentiellement perdre de l'argent à attendre tout ça. Guillaume, je vais répondre à votre question par la suite dans le chapitre des outils, mais est-ce que pour Amy, si c'est bien Amy qu'elle s'appelle, c'est clair cette histoire de fonds de commerce et d'affectation Horeca? Bon, on va dire que oui. Si jamais, on en reparle, Émilie. Ok. Eh bien, super. Alors, je profite d'avoir accès au chat pour vous mettre le lien vers la prime pour racheter un fonds de commerce, si j'arrive à sélectionner mon truc. Hop, est-ce que ça fonctionne? Voilà. Et je vous remets le PowerPoint pour la suite des postes à considérer. Donc, on a vu le montant du loyer, le pas de porte, le fonds de commerce. Il y a évidemment aussi tout ce qui va être taxes liées au commerce, le précompte immobilier, la taxe pour le ramassage des déchets, etc., la SABAM. Tout ça, c'est des frais fixes qu'il est essentiel de bien maîtriser avant de vous lancer dans la recherche d'un local pour que vous puissiez chercher un local qui soit juste adapté à votre budget. Je sais qu'on a dans l'assistance des gens avec qui j'ai fait l'exercice ce matin encore. Et voilà, on est sur des chiffres
d'abord un peu large et puis petit à petit, on va affiner. Mais c'est bien de savoir au début quel est le budget possible, quoi. Ça, c'est le travail donc du plan financier que vous pouvez faire avec un comptable ou avec un guichet d'économie locale, par exemple. Et si vous ne savez pas ce qu'est un guichet d'économie locale, je vous renvoie à la page du 18-19 ou aux questions en fin d'atelier, parce que ça, c'est vraiment une information absolument capitale à avoir en tête. Et alors, le dernier des gros postes du budget de la localisation, c'est la rénovation. Il ne faut pas sous-estimer le montant de la rénovation. J'ai trop souvent des gens qui me disent non, je vais faire ça moi-même. J'ai prévu 350 €. Rénover un local, ça coûte vraiment super cher. Bon, après, ça dépend aussi de ce que vous faites. Ça dépend de l'état dans lequel vous prenez le local. Mais il y a plutôt des mauvaises surprises que des bonnes surprises, malheureusement. Et donc, je vous recommande, et on vous recommande globalement chez Hub, de faire appel à un professionnel du retail design pour aménager votre espace. Et il y a d'ailleurs un atelier vendredi matin que vous pouvez suivre à ce sujet. Et là aussi, je vous indiquerai le lien dans le chat. Voilà, un architecte m'avait donné un chiffre que j'utilise vraiment très très souvent parce que ça permet de donner un ordre de grandeur qui est que pour un Horeca, donc c'est moins cher si vous ne faites pas de l'alimentaire, mais pour un Horeca qui récupérerait un local casco, donc c'est-à-dire propre mais sans finition, donc il n'y a rien à casser, mais il y a vraiment beaucoup à aménager. Il faut considérer à peu près 650 € par mètre carré pour l'aménagement, l'ameublement, l'équipement. Donc, avec 650 € par mètre carré, sans aller dans des matériaux de luxe, vous pouvez déjà ouvrir votre espace. Voilà. C'est une information qui a quand même 3-4 ans, donc il faut peut-être indexer. Et disons que si vous tablez sur du 700 €, c'est déjà bien. Donc voilà pour les rénovations. Ça, c'est ce que j'avais à vous dire sur le budget en termes de localisation. Je vais arrêter le partage ici. Hop, s'il y a des réactions, n'hésitez pas. Je vous mets maintenant le lien pour l'atelier de vendredi au sujet du retail design. C'est toujours aussi la possibilité d'avoir un point de vue complémentaire sur son projet. Et ça, c'est vraiment un gros atout à ne pas négliger. Alors, quand vous mettrez, il y a un point qui me paraît important sur la partie chiffrée, c'est que quand vous allez vous mettre en quête d'un local, gardez en tête que ce sera toujours beaucoup plus facile si votre propriétaire se montre partenaire. Je veux dire par là que si le propriétaire est conscient qu'il est un peu partie prenante au succès de votre entreprise. Hein, il aura tendance à vous dire oui, c'est votre affaire, etc. Bien sûr, c'est vous qui allez gérer ça du début à la fin, mais ça reste quand même votre propriétaire. Il est quand même responsable des murs qui ne sont pas toujours en super bon état. C'est à lui que vous aurez affaire en fin de mois quand il faudra, ou en début de mois, généralement d'ailleurs, quand il faudra payer le loyer. C'est à lui que vous aurez affaire quand il y aura des crises type coronavirus, etc. Et donc, pour savoir si le propriétaire il est dans cette dynamique, eh bien, il y a plusieurs choses que vous pouvez lui demander. Vous pouvez vérifier ça de plusieurs façons possibles. Vous pouvez négocier avec votre propriétaire, dans un premier temps, une réduction du loyer. Donc, c'est-à-dire, il vous annonce sur ImoWeb un loyer à 1 800 €. Je veux dire, c'est écrit nulle part dans la loi que ça doit rester 1 800 €. Ce qui va compter au final, c'est ce que vous allez mettre sur le bail, que vous allez décider de signer ensemble. Et si vous arrivez à négocier que vous passez à 1 700 € par mois, eh ben, par an, vous gagnez quand même 1 200 €. Okay, donc, ce n'est pas négligeable. 1 200 €, ça vous fait un salaire d'un mois. Hein. Donc, une réduction du loyer. On peut négocier davantage que baisser de 100 € par mois.
Une réduction vous pouvez aussi demander une réduction du pas de porte ou du fonds de commerce. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure. Je vous ai donné une idée de l'immense fourchette dans laquelle vous pouvez jouer. Et ça, bon, ce qui est bien avec la réduction, évidemment, c'est que c'est un acquis pour toujours. Voilà, à partir du moment où vous le mettez dans le bail, le loyer, c'est 1 600 € au lieu de 1 800, bah, c'est un acquis. Si vous restez 9 ans, vous faites autant d'économies. C'est moins intéressant, mais c'est quand même déjà très très bien. Vous pouvez demander une progressivité du loyer, c'est-à-dire que le loyer soit plus bas au moment où vous entrez. Ça peut être les premiers mois, ça peut être la première année. J'ai même eu un exemple assez incroyable de quelqu'un qui a réussi à négocier sa progressivité sur 9 ans. Sur la totalité de son bail, elle a réussi à négocier une progressivité. Je lui ai dit que c'était vraiment la meilleure négociatrice que j'avais jamais vue. Mais donc, ça veut dire que mois après mois, votre loyer augmente jusqu'à obtenir au final ce qu'on appelle le loyer de base, donc celui qui est indiqué dans le bail. Et tout ça, c'est des petites choses qu'on peut écrire à la main dans le bail. Il n'y a pas besoin d'un avocat pour faire ça, hein. C'est très simple. Il suffit de dire qu'on convient que le loyer de base est de 1 600 €, que la première année, ce sera 1 200, que la deuxième année, ce sera 1 400 et qu'à partir de la troisième année, on paye 1 600 €. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est souvent au bout de un an ou au bout de 3 ans pour ceux qui parviennent à l'étaler sur la longueur ou donc, comme je vous disais, cas exceptionnel sur 9 ans. Vous pouvez aussi demander une gratuité de loyer pendant la période des travaux que vous devez effectuer pour pouvoir rentrer dans le commerce. Alors, la gratuité, ça va aller sur 1, 2, 3 mois. N'allez pas demander une gratuité sur 9 mois, ça c'est quand même difficile à entendre pour un propriétaire. Enfin, vous pouvez toujours essayer, mais soyez réaliste avec ce que vous demandez, vous obtiendrez peut-être plus. Mais donc, ça, c'est les travaux que vous devez faire pour rafraîchir un peu le local ou l'adapter à votre activité, etc. Par contre, si le local est dans un état épouvantable, ce qui arrive, et que le propriétaire dit oh, moi je fais pas de travaux, si vous voulez, je baisse le loyer, mais je fais pas de travaux. Faites bien vos calculs. Si vous devez investir 35 000 € que lui aurait dû investir, parce que il faut replafonner, parce qu'il y a un problème d'infiltration, parce qu'il n'y a pas de toilette, parce qu'il faut changer le châssis. Enfin bref, il peut y avoir des gros travaux à prendre en compte. Si vous devez faire 35 000 € de travaux, calculez sur quelle durée vous devez obtenir cette réduction ou cette gratuité de loyer. Et c'est ça le calcul que vous lui présentez. Donc, si le loyer est à 1 500 €, bah, vous n'allez pas payer de loyer pendant… et là, je suis coincée parce que je suis nulle en maths. Mais bon, vous voyez qu'avec un loyer à… un loyer à 1 500, on est à 18 000 par an, si je ne m'abuse. Donc, il vous faudra quasiment 2 ans de gratuité de loyer. C'est des choses qui peuvent se demander à partir du moment où ça aurait été au propriétaire de faire les frais. Voilà, bon, tout ça, encore une fois, c'est de la négociation et il faut vous faire confiance. Le propriétaire, il a tout autant intérêt à avoir un locataire partenaire que vous avez intérêt à avoir un propriétaire partenaire. Donc, ne partez pas perdant. OK? Coaching de sportif. Et donc, je ne voudrais certainement pas terminer ce chapitre sur la relation avec le propriétaire sans évoquer la période qu'on vit actuellement. Nous, on est confrontés vraiment quasiment tous les jours à des gens qui sont en grande difficulté de négociation avec leur propriétaire. J'en avais encore une à midi au téléphone. Parce que les propriétaires disent on n'y est pour rien, le Covid, évidemment, ils y sont pour rien. Et donc, vous devez payer votre loyer. Et de l'autre côté, on a des commerçants qui disent moi, si je paye votre loyer, je mets la clé sous la porte. Donc, en fait, on peut déjà déchirer le bail et vous pouvez vous mettre en quête de quelqu'un d'autre. C'est dans l'intérêt de personne, on voit bien. En même temps, la justice n'a pas tranché systématiquement dans un sens ou dans l'autre. Donc, il n'y a pas de jurisprudence à laquelle se raccrocher pour le moment. Et donc, je pense que
vu l'expérience qu'on a maintenant, ça vaut la peine de mettre le sujet sur le tapis au début des négociations, au début de votre échange avec le propriétaire, pour vous faire une idée de sa position sur la question. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas louer le local si le gars vous dit ah non, moi, je considère que vous devez payer quoi qu'il arrive. Peut-être qu'effectivement, ça n'empêche pas que ce soit un bon propriétaire, que ce soit un bon local, etc. Mais au moins, vous saurez à quoi vous en tenir. Je pense qu'une grande partie des conflits qui arrivent aujourd'hui, c'est aussi parce que c'était totalement imprévisible, imprévu, et que ça ne fait pas partie des choses dont on parle en signant un bail. Un bail, c'est comme un contrat de mariage, c'est comme ces choses où on doit envisager le pire pour que ça se passe au mieux. Mais donc voilà, ça me paraît vraiment important de vous en parler. J'ai fait le tour, et j'ai pris beaucoup de temps, j'ai fait le tour de la première partie. Pour la suite de l'atelier, on va parler des quartiers. Alors Serge, j'ai vu votre question et c'est typiquement le genre de question à laquelle je ne peux pas répondre. Donc la question de Serge, c'est quels sont les prix au mètre carré à Hébert ou à Schaerbeek. En fait, c'est impossible de répondre à cette question parce qu'il n'y a pas de données macro, à part dans les très grandes rues commerçantes, la rue Neuve, etc., où là, je pourrais, mais c'est vraiment des chiffres avec lesquels je ne travaille pas du tout, vous donner des ordres de grandeur. Mais les prix au mètre carré, ça n'a à peu près aucun sens. Les propriétaires n'ont pas l'air de s'y fier. On pourrait plutôt dire que pour 70 ou 100 mètres carrés, on est plutôt autour de ceci, cela. Mais ça va dépendre de quel quartier, ça va dépendre de la rue dans laquelle vous vous placez, ça va dépendre de la qualité de la cellule commerciale. Donc, moi, j'ai plutôt tendance, et je vais vous en parler par la suite, à voir au cas par cas. Mais si vous cherchez des locaux non Horeca, entre 70 et 100 mètres carrés sur les cellules de la... Enfin, si vous ne cherchez pas dans le centre-ville ou à XL, mettez dans vos plans financiers une moyenne entre 1005 et 2002, quoi, quelque chose dans le genre. C'est encore très large comme fourchette, mais voilà. Mais ça, on peut en reparler un peu par la suite. Je fais une micro-pause pendant laquelle je vous fais travailler. Si vous pouvez mettre dans le chat l'activité que vous voulez ouvrir et le quartier auquel vous pensez. Comme ça nous fait un peu de matière pour la suite, si ça vous va. Et si quelqu'un veut en parler avec le reste de l'assemblée, là, on peut prendre 5 à 10 minutes pour ça, si vous voulez. Ok, super. Merci pour vos participations. J'ai plein de... Il y a plein de choses. Moi, il y a des gens qui vont avoir des réponses. Des réponses, ils vont être contents. Et pour les autres, on peut en reparler un petit peu par la suite. Alors, donc, on va parler de quartier. Et je vais commencer avec... je vais vous remettre mon PowerPoint. On va commencer avec quelques quartiers méconnus et la raison pour laquelle
pourriez y penser. Sauf que mon PowerPoint est parti. Où est-ce qu'il est? Alors, il est là. Ah, le voilà. Alors, c'est pas ça. Ah, bon, j'ai pas mon. Non, je n'ai pas fait ça. Excusez-moi, je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint. C'est moi qui vous le raconte. Alors, donc, j'ai sélectionné quelques quartiers. On a fait ça en équipe avec mes collègues. On s'est dit, tiens, si on devait ouvrir un commerce, où est-ce qu'on irait? Et on a essayé évidemment de vous parler, de sortir des sentiers battus et d'élargir un peu les horizons. Le premier quartier dont je vais vous parler, c'est la rue Josaphat, entre l'avenue Rogier et l'avenue Louis-Bertrand. Et là, on est à Scarbeck. Alors, c'est un tronçon dans lequel on retrouve des commerces spécialisés. Il y a des commerces d'art et de déco, il y a quelques Horeca, par exemple les Trouvailles de Louise, qui est un petit salon de thé, épicerie fine. Il y a Chabrol, qui est un restaurant bistronomique. Il y a aussi un très beau projet de boulangerie assez militante qui se prépare. On n'est pas loin de l'avenue Le Bertrand, donc qui est une magnifique avenue de Scarbeck qui est classée, et du parc Josaphat, qui est, comme vous le savez certainement, the place to be à Scarbeck. C'est un quartier, par exemple, qui sera assez idéal pour installer une librairie, un commerce culturel, ou alors un établissement de café tourné vers l'artisanal. Il y a probablement dans vos idées plein d'autres qui pourraient convenir aussi. Voilà, donc ça c'était pour la rue Josaphat. Ensuite, deuxième quartier, le quartier du Triangle. Donc là, on est près de la gare du Midi. C'est un quartier très multiculturel, très fourni en commerce alimentaire, principalement ethnique. Il y a une population de jeunes propriétaires qui s'y installent et qui sont en demande de produits de plus grande qualité. Alors là, c'est le quartier idéal pour installer un magasin alimentaire bio, vrac, local, ou un Horeca qui travaillerait ce type de produit et qui deviendrait le resto du coin. Troisième quartier, on retourne du côté de Scarbeck, quartier Terre Delta. Serge, vous me demandiez Evere, Scarbeck, donc ça va peut-être vous intéresser. Donc on est de nouveau, là on est vraiment sur ce quartier qui est entre le parc Josaphat et Evere, qui manque de diversité commerciale aujourd'hui à Evere. Le quartier Terre Delta, c'est un quartier résidentiel où l'offre est assez peu développée et où on retrouve un pouvoir d'achat assez élevé. Il y a un petit restaurant qui s'appelle Chez Noémie qui a ouvert cet été avec succès avant de devoir évidemment refermer. Le quartier Terre Delta, alors excusez-moi un instant. Merci, désolée. Dans le quartier Terre Delta dont je vous parlais, c'est un quartier idéal pour installer un café de jour, un café où on peut venir travailler, ou encore un commerce alimentaire bio, local, vrac, pour compléter l'offre alimentaire. Il y a boulangerie, si je ne m'abuse, il y a une boucherie, il y a une fromagerie, un caviste. Et donc, on peut un peu étoffer cette offre-là. Quatrième quartier, le quartier Mercier à Jette. J'ai vu quelqu'un qui me parlait de Jette tout à l'heure, où là encore, on a une clientèle qui a un pouvoir d'achat intéressant et qui se tourne de plus en plus vers des achats responsables. J'en veux pour preuve le très grand succès rencontré par le Barn Biomarket et la droguerie en vrac et la ressource avec qui on est en contact étroit, qui s'est installé à l'intérieur et qui nous faisait ce retour-là.
Jette, c'est aussi un quartier très intéressant. Enfin, Jette, le quartier Mercier ou le quartier du Miroir sont des quartiers très intéressants parce que Jette, c'est quand même relativement excentré. Et du coup, la population jettoise, elle est facilement captive. En plus, elle a un petit côté un peu chauvin, donc elle a tendance à vouloir consommer sur Jette. Et donc, à partir du moment où on l'a captée, bah, elle reste là. Ce quartier, idéal pour installer un bar à vin, un endroit pour prendre un apéro ou plus, ou alors un espace Horeca avec une proposition à toute heure du petit déjeuner à l'apéro. Si on reste dans le quartier nord, on a le quartier de Want à Laken avec sa clientèle locale, mais aussi la clientèle des communes néerlandophones périphériques qui sont en demande d'une offre différenciée. Et c'est un quartier qu'on imagine assez bien pour ouvrir un commerce de vêtements en seconde main trié sur le volet pour les adultes et pour les enfants. Donc là, je vois qu'il y a quelqu'un qui a ce projet-là. Donc, Etterbeek ou les Saint-Pierre, pourquoi pas, on peut en reparler, mais certainement aussi du côté de Laken. Il y a aussi le parvis Sainte-Agathe et la place Schweitzer à Berchem-Sainte-Agathe, où là aussi, une partie de la population ne se reconnaît pas dans l'offre existante, assez faible en plus, et réclame du durable et du convivial. Alors, je me répète un peu, mais c'est un quartier pour installer un bar un peu branché ou un commerce alimentaire bio, local, vrac. Je mets tout ça dans le même sac, mais évidemment, ça peut être des concepts séparés. Et dernier quartier que je vais aborder là aujourd'hui, on est plus proche du centre, mais il y a déjà une ambiance de village, c'est le quartier Pervyse à Etterbeek, qui est un vrai petit quartier commerçant qualitatif, mais un peu vieillot, un peu fané, alors qu'on a une population résidentielle qui est relativement jeune, qui s'est renouvelée ces dernières années. Regardez le nombre d'écoles et de crèches qu'il y a dans le coin. Eh ben, ce serait un quartier idéal pour ouvrir un petit resto de quartier. Et du coup, ce commerce de seconde main pour les enfants, bah, pourquoi pas, parce que c'est effectivement un quartier assez familial. Voilà, je n'ai pas le temps de brasser plus de quartiers ici, mais voyez que les quartiers habituels auxquels on pense, Saint-Gilles, Ixelles, Châtelain, Louise, Flagey, centre-ville, on en parle un petit peu moins depuis quelques années, mais c'est pas forcément des must. Je veux dire, c'est des quartiers où vous allez payer plus cher et où il y a déjà une offre importante, donc il y a moins de demandes. Ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner, hein, mais je pense que donc le dernier quartier dont j'ai parlé, c'est le quartier Pervyse. On n'est pas très loin de Thieffry. On est entre la Chasse et Thieffry. Il y a une petite église qui s'appelle Pervyse. Voilà. Voilà. Pour les points, le point sur les quartiers que je voulais faire avec vous. Alors, on me parlait aussi beaucoup, avant la crise du Covid, le must, le meilleur quartier qu'on pouvait trouver, c'était le quartier qui mélangeait, c'était le quartier de bureau pour l'Horeca, ou c'était un quartier avec des touristes, etc. Bon, la crise étant passée par là, vous comprendrez que 2021, je vous déconseille de chercher un quartier de bureau. Les annonces concernant le quartier européen sont pléthores. Ne vous ruez certainement pas dessus. Il n'y a personne dans le quartier européen, pas parce qu'ils sont repartis dans leur pays, mais parce qu'ils sont en télétravail. Et donc, ça veut dire que les travailleurs des institutions européennes, par exemple, bah, ils sont disséminés dans Bruxelles. Donc, on ne peut plus les retrouver à un seul endroit fixe comme ça, comme vous pouvez trouver avant. Les quartiers résidentiels, eux, ont pris un essor tout à fait intéressant, puisque des gens les gens étant en grande partie en télétravail, ont la possibilité de faire des achats autour de chez eux. Et donc, voilà, je trouve qu'on va rebasculer sur quelque chose de peut-être un peu plus équilibré et sortir un peu de quartier européen, Louise, centre-ville, qui étaient vraiment des grands phares comme ça qui prenaient un peu la lumière des autres quartiers.
Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Maintenant, je voulais vous parler de comment connaître, comment est-ce qu'on connaît un quartier. Qu'est-ce que ça signifie connaître un quartier, le maîtriser? La première chose, c'est maîtriser ses statistiques. Et des statistiques, nous, on peut vous en fournir. Parce que pour se convaincre du réel potentiel d'un quartier, rien ne vaut quelques bons chiffres. Mais je vous indiquerai plus tard comment et où vous pouvez les trouver. Maîtriser un quartier, ça veut aussi dire en avoir saisi l'ambiance, le feeling. Et donc, c'est y être allé vous-même. Hein. C'est pas vous fier aux a priori de votre entourage. Et vous pouvez y aller plusieurs fois. Vous pouvez laisser plusieurs chances à un quartier. Et pour ça aussi, on a de quoi vous accompagner. Je vais en reparler immédiatement après. Connaître un quartier, c'est aussi parler avec ses acteurs, avec les acteurs du quartier, avec les commerçants, avec les habitants, avec les travailleurs, pour comprendre d'où il vient, où il va et où est-ce qu'il est actuellement, ce quartier. Je vous parlais à l'instant du quartier européen, ça a été le must de la restauration rapide, et puis tout à coup, ça s'est effondré. Où est-ce qu'il va demain? Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, en discuter avec les gens qui sont sur le terrain, ça vous donnera vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. Alors, pour ça, il faut mettre votre timidité dans votre poche. Il faut aller pousser les portes des commerces. Il faut vous faire membre des pages Facebook des quartiers concernés. Il y a beaucoup, beaucoup de quartiers qui ont leur page Facebook et sur lesquels les membres sont très actifs et réagissent. Enfin, moi, je vois très souvent passer des demandes d'avis sur j'ai l'intention d'implanter tel ou tel commerce, qu'est-ce que vous en pensez? Les gens réagissent assez spontanément. Bon, attention, une déclaration sur Facebook, ça ne vaut pas un achat. Mais bon, c'est quand même déjà un signal intéressant. Et puis, ça vous permet aussi de faire des enquêtes, de faire avancer votre étude de marché, par exemple. Donc, c'est vraiment des bonnes sources. Vous pouvez interpeller évidemment vos connaissances qui fréquentent ce quartier, mais vous pouvez encore mieux leur demander les contacts de leurs propres connaissances, parce que comme ça vous fait une petite distance de familiarité avec ces gens, et alors ils osent un peu plus vous donner leur véritable avis. C'est plus compliqué d'avoir un avis authentique de la part de quelqu'un qui vous est proche. Il aura plutôt tendance à vous encourager et à vous dire oui, ça va marcher, que l'inverse. Ou à vous surprotéger d'ailleurs. Voilà, alors, donc là, je vous ai dit, il y a Émilie qui nous demande s'il faut viser un quartier mixte suite à la crise, par exemple avec des écoles, des sociétés, des habitants. Alors oui, c'est vrai que le quartier mixte, c'est encore l'idéal, parce que ça résiste un petit peu mieux à la crise. Maintenant, il y a beaucoup de quartiers, enfin, la plupart des quartiers ont des habitants et des écoles, des sociétés. En fait, dans la plupart des quartiers, vous avez des travailleurs. C'est juste que vous ne voyez peut-être pas des grands buildings de sociétés type Proximus, etc. Mais vous pouvez avoir une petite boîte de traduction, vous pouvez avoir une petite boîte un petit cabinet de comptabilité, et c'est des gens qui travaillent et qui seront contents d'avoir à proximité de leur bureau un commerce ou un Horeca. Après, si vous avez une offre qui est fort tournée vers le travailleur, ce sera peut-être un peu court comme clientèle. Donc tout ça, il y a des curseurs à mettre. En fait, quasiment tous les quartiers peuvent être mixtes, quoi. Alors, je vais repartager mon écran pour vous parler de nos outils. Donc, nos outils. Alors, les outils de Brussels. Le premier outil qu'on a, c'est le baromètre.
Alors, je vais essayer de vous faire une démonstration du baromètre. Géraldine, est-ce que je peux compter sur toi pour me dire si ça fonctionne, si je clique? Mais hier, quand j'ai voulu faire la démo, ça ne fonctionnait pas. Donc, est-ce qu'on me voit arriver sur la page du baromètre? Régine, Géraldine, c'est vous que j'ai en image? Oui. On voit le baromètre Tu qui m'entends, s'affiche ou pas? Cécile? Oui, je t'entends. Non, on voit pas. On voit pas. Ok. Je vois pas. Ok. Tu dois partager ton autre écran, en fait. Ok, ça va. Alors, nouveau partage. Hop. Le voilà. Maintenant, c'est bon. Ok, merci. Ouais, là, on donc, le voit. j'espère que ça va fonctionner parce que, comme je vous ai dit hier dans mon test, ça n'a pas marché. Donc, ça, je vous donnerai le lien sera dans le petit mémo que je vais vous transmettre. Ici, si on clique sur baromètre, en fait, c'est un outil. Alors, il est très très lourd, donc c'est pour ça qu'il est très très lent, mais c'est vraiment un outil fantastique que le monde entier nous envie. Il est en accès libre, donc il vous suffit de créer un compte. Et on est en train de faire une version améliorée qui sera un petit peu plus user-friendly que celle que vous n'avez pas encore sous les yeux. Mais sur cette plateforme, vous allez trouver énormément d'indicateurs statistiques sur les quartiers commerçants. Ça concerne à peu près une 60aine de quartiers. Bon, j'ai l'impression qu'on a de la chance, ça avance. Donc voilà, tous les quartiers qui sont ici avec des points bleus sont concernés. Donc sur tous ces quartiers, on a des indicateurs. On va en prendre un peu au hasard, le quartier Winner. Voilà. Donc, je vous montre rapidement. Évidemment, si vous avez besoin de revenir au baromètre et que vous ne vous souvenez plus de ce qu'on a fait ensemble, vous demandez un rendez-vous avec l'un d'entre nous. On verra ça par la suite. Et vous aurez une démonstration. Donc, on va dans filtre, on va dans quartier. Ici, on tape le nom de son quartier. Donc, j'ai dit qu'on allait faire Winner. Voilà. Hop, et donc là, je vais avoir des informations pour Winner. Et donc, pour Winner, je peux avoir des informations sur le type d'activité du quartier. Donc, le volume, la catégorie et distribution, c'est la catégorie des commerces. Ça, c'est pour les marchés. Le trafic piéton, les activités des environs, les transports disponibles, les gens qui le fréquentent ou qui l'habitent. On va voir qu'il y a une distinction. Les revenus, l'âge et les dépenses. Et expérience ce n'est pas rempli. Ça le sera dans la prochaine version, mais ça, je vais vous parler de ce qu'on souhaiterait mettre dans expérience un peu plus tard. Et donc, vous allez avoir pour Winner, s'il a bien chargé, le détail. Voilà. Donc, vous voyez que pour Winner, on a à peu près 71 commerces. Donc, c'est un petit quartier, puisqu'on vous dit que en moyenne, à Bruxelles, on a 250, 245 commerces par quartier. Donc, c'est un petit quartier commerçant. Le top 10 des rues de shopping, enfin des rues commerçantes, donc la rue Middelbourg avec 28 commerces. Rue Antoine Gilson, on a un commerce. Par exemple, la rue Antoine Gilson, il faudrait voir ce que c'est le commerce. Si c'est une fromagerie et que vous voulez ouvrir une boulangerie, c'est pertinent d'aller vous installer à côté. Si c'est une fromagerie et que vous voulez ouvrir un magasin de chaussures, c'est peut-être pas la bonne rue. Le business distribution, donc c'est où se situent les commerces et quelle catégorie à quelle catégorie est-ce qu'ils appartiennent. Donc, par exemple, ici, tous les points jaunes, ça nous renvoie à l'ORECA. Tous les points rouges, ça nous renvoie aux produits du quotidien. Les points verts à la décoration de la maison, etc. Vous avez les catégories de commerce les plus présents dans le quartier. Donc, voilà, une spécialité sur les restaurants asiatiques à Winner. Ensuite, les marchés. Donc, combien y a-t-il de marchés par semaine et quand ils se tiennent et quelles sont la typologie de stand, hein, parce que vous allez avoir des commerces où il n'y a que de l'alimentaire, des commerces où il n'y a que du vestimentaire, etc. Le trafic piéton, ça c'est souvent une donnée que vous aimez bien, donc c'est le passage dont je parlais tout à l'heure.
Donc là, vous avez des données. Donc, on va voir par rapport à la question de, je ne sais plus qui me demande, Pauline, je crois, au sujet des 1500 piétons par heure. Donc, vous voyez ici qu'à Winner, on a sur des gros pics du lundi, on est à 200 personnes par heure. Et sur le super pic du mardi, on est à 400 personnes par heure. Et ça n'en fait pas un mauvais quartier. Après, tout dépend de ce que vous voulez ouvrir, mais c'est un quartier tout à fait pertinent pour autant. Donc, vraiment, je vous invite à la plus grande prudence dans la lecture des chiffres. Faites-vous aider pour les contextualiser. Les activités qu'on trouve aux alentours, bon là, il n'y a pas grand-chose à dire, mais par exemple, si vous voulez savoir s'il y a des écoles, s'il y a... alors, les bureaux ne sont pas indiqués, parce qu'on n'a pas de données sur l'intégralité des bureaux bruxellois, mais pour tout ce qui est école ou infrastructure sportive ou ce genre de choses, ça peut vous aider. Le statut le statut professionnel de la clientèle qui s'y trouve. Ça vous aidera évidemment si vous avez fait votre étude de marché et vous connaissez votre clientèle cible. Si vous cherchez des étudiants ou des jeunes enfants, c'est intéressant parce que là, ils sont quand même 26%. Si vous cherchez des retraités, 20%, c'est pas mal aussi. Vous allez avoir des quartiers où il y a peut-être 10% de retraités, ce serait moins intéressant. Les raisons pour lesquelles les gens se rendent dans ce quartier, donc vous voyez que pour une immense majorité, c'est parce qu'ils sont résidents du quartier et ils sont quand même 40% et faire du shopping régulièrement. Le transport, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un qui voulait ouvrir un magasin de vélo. Là, vous voyez qu'il y a quand même 2% de cyclistes sur Winner. Il y a des quartiers où il y a plus. Alors évidemment, les chiffres pour les cyclistes, c'est toujours assez faible, mais ça vous donne quand même une possibilité de comparaison avec d'autres quartiers. La fréquence avec laquelle les gens se rendent dans le quartier. Ici, 68% des gens y sont tous les jours. Ensuite, vous allez avoir des données sur les gens. Alors, je dis les gens, ce qui n'est pas précis, mais c'est parce que vous allez avoir les shoppers. Donc, les shoppers, ce sont les chalands. Ce sont les gens qui ont été interrogés, parce que ça, c'est des données qu'on a récoltées en faisant des enquêtes, mais c'est des gens qui ont été interrogés alors qu'ils faisaient des courses. D'accord ? C'est différent des gens qui habitent le quartier. Vous pouvez être résident d'un quartier et ne jamais rien acheter dans votre quartier, ou vous pouvez ne pas être résident et être pour autant chaland. Donc, faites bien attention à ces notions-là. Ensuite, donc, il me semble que tous les chiffres en rouge, ce sont les résidents et les chiffres en bleu, ce sont les chalands. Donc, vous avez des classifications par catégorie. Les revenus. Bon, les revenus, c'est toujours difficile à appréhender parce qu'on ne sait jamais si c'est pour le ménage, si c'est du brut, si c'est du net, si c'est beaucoup, si c'est pas beaucoup. Je trouve que celle-ci n'est pas la meilleure plateforme pour connaître les revenus moyens du quartier. Vous avez l'IPSA, le monitoring des quartiers, qui fait ça mieux que nous. Et ici, ce sont les dépenses par semaine, mais c'est général pour Bruxelles, ça. Voilà, donc ça, c'est pas spécifique au quartier. Voilà pour le type de données que vous pouvez trouver sur le baromètre. C'est énorme, hein. Ça vaut vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Quand les enseignes se rendent compte qu'on fait ça, ils sont souvent assez fous parce que c'est des données qu'ils obtiennent en dépensant des dizaines de milliers d'euros. Sur cette même plateforme, vous avez aussi l'Atlas économique. Je vais passer beaucoup plus vite. L'Atlas économique et commercial, son échelle d'analyse, c'est la commune. Alors, c'est moins fin comme échelle, mais en croisant les données entre le baromètre et l'Atlas, vous avancez déjà quand même bien votre étude de marché. Alors, je vais revenir. Alors ça, je ne sais pas comment on fait. Revenir en partage.
Attendez, j'arrête et je recommence pour vous partager mon PowerPoint. Voilà. Donc, je vous ai montré le baromètre et l'atlas économique et commercial. Vous avez aussi les panels. Donc, les panels, c'est le résultat d'entretien qu'on a avec un échantillon représentatif des usagers du quartier, qu'on a sur aussi une soixantaine de quartiers commerçants, qu'on met à jour chaque année en fonction de ce qui nous paraît être le plus pertinent comme quartier, les plus demandés ou ceux qu'il faut mettre en avant, etc. Et donc ça, on peut vous les envoyer sur simple demande. Il suffit de nous demander les quartiers qui vous intéressent. Parfois, il n'y a pas le quartier qui vous intéresse. Et donc, on peut vous envoyer un quartier qui est proche. Voilà. Alors, ensuite, un outil qu'on aime beaucoup, qui est le Retail Tour. Le Retail Tour, c'est un tour de terrain. Donc, ça, c'est hyper concret. Hein. On va se promener dans le quartier qui vous intéresse. On identifie les limites du quartier. On identifie les rues dans lesquelles il ne faut pas aller. On identifie celles dans lesquelles il faut aller. On repère des locaux disponibles. Hein. Très concrètement, on fait une petite liste des locaux qu'on a repérés. On voit si on a des numéros de téléphone. Si on n'a pas les numéros de téléphone, on regarde si nous, on peut les trouver d'une façon ou d'une autre. On discute avec des commerçants. Bon, là, actuellement, c'est un petit peu plus compliqué, mais sinon, c'est quelque chose qu'on fait facilement. Et c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire sur autant de quartiers qui vous intéressent. Par contre, j'insiste, c'est un produit dans le cadre d'un accompagnement. On ne peut pas faire un retail tour intéressant et adapté à votre projet si on ne vous connaît pas déjà. Donc voilà, je suis tout à fait partante pour le faire avec… les membres de l'équipe sont tout à fait partants pour le faire avec vous, mais il faut qu'on ait débuté un accompagnement. Ensuite, donc les plateformes pour rechercher votre local. Alors, vous connaissez déjà très certainement ImoWeb et Vlan. Je vais pas trop m'y attarder. Si ce n'est vous recommander de faire des recherches également dans la catégorie à vendre, même si vous ne voulez pas acheter les murs. Parce qu'en fait, parfois, avec cette histoire de vente de fonds de commerce ou vente de pas de porte, les biens se retrouvent dans les catégories à vendre. Ensuite, c'est très simple. Hein, vous créez une alerte et vous regardez ça tous les jours. Ça peut prendre 5 minutes, ça peut prendre une demi-heure en fonction des jours et des annonces qui s'y trouvent. Bon, malheureusement, pour eux et heureusement pour vous, il va y avoir de plus en plus d'offres. Donc, ça risque de prendre un petit peu plus de temps. Mais donc, voilà, je trouve que l'alerte, c'est encore le plus simple. Une plateforme que j'aime beaucoup parce que c'est celle de la maison, c'est inventimo.be. Sur Inventimo, vous avez des listes de locaux professionnels en vente et en location. Et l'équipe de Hub Brussels met à jour les commerces qui se trouvent sur cette plateforme. On essaye d'être le plus exhaustif possible. Maintenant, c'est un travail de titan, donc on est parfois un peu moins complet que les autres qui sont nourris par les propriétaires eux-mêmes ou par les cédants eux-mêmes. Mais par contre, c'est très fiable parce qu'on vérifie vraiment bien les informations, etc. Et là, il y a une newsletter tous les lundis. Franchement, c'est hyper vite lu. Je vous recommande de faire ça, de vous inscrire à la newsletter. Comme ça complète votre panel. Et pour l'Oreca, il y a une agence qui est absolument incontournable, qui est sessiondecommerce.be. Voilà, c'est une agence spécialisée sur l'Oreca et l'immobilier de la restauration. C'est souvent sur leur site qu'on trouve les plus belles affaires. Je n'ai pas dit les moins chères, mais le contexte va aider quand même à faire un peu baisser les prix. En tout cas, ils sont charmants, voilà, et vous pouvez tout à fait les contacter de notre part. Mais je vous conseille aussi de vous inscrire à leur newsletter. Il ne faut pas négliger les petites agences immobilières locales. Une fois que vous avez déterminé 1, 2, 3 quartiers, alors pas 10 ou 12 parce que sinon ça veut dire que votre choix n'est pas assez affiné.
Mais les petites agences immobilières locales, c'est des relais de terrain, c'est des gens qui font partie de l'association des commerçants et qui ont souvent des informations intéressantes. Donc moi, je ne les négligerai pas. Ce sont des bons partenaires. Un autre outil qu'on peut avoir pour vous, c'est l'avis sur un local. Donc, vous avez, vous cherchez et puis, paf, le coup de cœur. Vous vous dites, celui-là, il est trop bien, le loyer est pas cher, etc. S'il vous plaît, ne signez pas de bail à ce moment-là. Appelez-nous, envoyez-nous un email et on va faire le maximum pour vous répondre rapidement et pour vous donner un avis. Évidemment, c'est un avis qui sera d'autant plus pertinent qu'on vous connaît déjà et qu'on connaît déjà votre business plan et qu'on connaît votre personnalité, votre projet, les produits que vous allez vendre, votre concurrence, etc. Mais vraiment, on va pouvoir objectiver ce local, ce choix que vous avez posé et vous dire si, vous aider en fait à remettre dans la balance des éléments positifs et des éléments négatifs. On va vous déconseiller, ça m'est arrivé plein de fois, un super beau local art déco avec une jolie petite vitrine, etc., dans une rue pas passante pour un sou. Et à l'inverse, on peut vous encourager à prendre ce local où vous vous dites c'est pas super beau, mais le loyer est bien et la localisation est bien, etc. On peut vraiment vous donner le dernier petit coup de pouce. Je peux vous dire qu'après quelques mois, après quelques années, ça nous arrive encore assez souvent de recevoir des remerciements sur cet aspect-là des choses. Un mot sur les permis. Alors, il y a ceux qui auront suivi l'atelier concernant les permis d'urbanisme qui a eu lieu hier. Mais pour les autres, c'est vraiment un point essentiel. Alors, je vais faire court parce que je suis déjà au bout de mon temps. On a un service qui accompagne les demandes de permis. Chaque local a une affectation urbanistique. Une affectation urbanistique, ça peut être ce local, c'est un logement, ce local, c'est un bureau, ce local, c'est un commerce, ce local, c'est un atelier, etc. Si vous voulez ouvrir un magasin de chaussures, vous ne pouvez pas le faire dans un logement. Vous ne pouvez pas le faire dans un atelier. Vous ne pouvez pas le faire dans un bureau. Il vous faut un commerce. Et donc, si votre local idéal, c'était un logement, vous allez devoir faire un changement de permis, demander un permis d'urbanisme pour faire un changement d'affectation. C'est pas systématique, on n'obtient pas systématiquement gain de cause. C'est une procédure assez longue, assez complexe. Et donc, on a des collègues qui peuvent vous venir en appui et qui répondent à la magnifique adresse de permit@hub.brussels. Ils peuvent aussi, et ça c'est le point le plus crucial, accompagner les changements d'affectation de commerce à Horeca. Horeca étant une spécificité de commerce. On ne peut pas être Horeca dans un bureau, par exemple, mais on peut être un commerce sans Horeca. Et comme je vous disais tout à l'heure, être Horeca, obtenir une affectation Horeca dans certaines communes aujourd'hui, c'est devenu extrêmement compliqué parce que les communes n'en veulent plus. Et donc, se faire accompagner pour déjà connaître la position de la commune par rapport à ça et voir comment tourner son comment tourner son dossier pour que ce soit pour qu'on obtienne un avis favorable. Ça vaut vraiment beaucoup. Permit@hub.brussels accompagne aussi les demandes de permis d'environnement pour ceux d'entre vous qui voudraient ouvrir des boutiques associées à des ateliers de production. La boucherie, la brasserie, la boulangerie, voilà. La brasserie, c'est vraiment, on en voit plein pour l'instant. Il faut des permis d'environnement assez importants. Je voulais aussi dire que au sujet des affectations Horeca, Bruxelles et les quartiers évoluent. Et par exemple, si vous connaissez un peu Saint-Gilles, la rue du Fort, c'était auparavant une rue très commerçante. Et aujourd'hui, c'est très, très difficile d'y ouvrir une affaire qui marche. Pourtant, tout le monde est d'accord pour dire que ce serait bien que la rue du Fort redevienne une rue commerçante, à commencer par la commune. Mais voilà, c'est pas sa réalité commerciale pour le moment. C'est pas une rue commerçante, c'est pas une rue commerciale qui fonctionne. À l'inverse, vous avez le quartier Plasky qui n'est pas fait pour être un quartier commerçant, à part les coins
du quartier Plasky. Le reste des rues, c'est des maisons, c'est résidentiel. Le bâti n'est pas adapté pour du commerce. Et donc, en fonction du quartier où vous allez chercher, votre recherche va être plus ou moins longue et va être plus ou moins compliquée pour ces raisons de réalité architecturale, en fait. Voilà, donc il faut parfois être très patient ou avoir de la chance. J'ai presque terminé. Je voulais vous parler de l'équipe avec qui je travaille. Donc, on est 6, plus mon chef, pour vous coacher dans vos projets d'ouverture de commerce. Alors, on ne vous aide pas seulement sur la partie localisation, qui est un travail qu'on fait plutôt dans un second temps, mais on challenge aussi le business plan, la façon dont vous pouvez travailler, les produits que vous allez vendre, la clientèle que vous visez, etc., la concurrence que vous avez considérée. Ça, c'est vraiment la grosse première partie. Et puis, dans une deuxième partie, alors, on s'intéresse à la localisation. Et voilà, l'accompagnement idéal, c'est celui qui brasse de tout. Et puis, il y a l'excellente Laurine Carpelt qui intervient ponctuellement sur tous les aspects de la communication. Donc, le lancement d'un crowdfunding, l'identité visuelle, la présence sur les réseaux sociaux, la communication juste avant l'ouverture, etc., etc. Pour nous joindre tous, vous avez une seule adresse et c'est retail@up.brussels qui était affiché sur le slide précédent. On attribue les dossiers en fonction de la disponibilité du coach, des agendas, des affinités, etc. Donc, et on fait une distribution des projets le mardi après-midi. Et pour qu'on attribue rapidement votre projet, il faut nous envoyer votre business plan avec ça. Voilà, j'ai terminé. Je vous laisse avec Enfin, je laisserai Géraldine vous envoyer un petit mémo sur les choses à faire. Et donc, pour rappel, l'ordre des choses, c'est 1, l'étude de marché, le business plan, le plan financier. 2, l'analyse des quartiers qui pourraient nous convenir, en chiffres et aussi sur le terrain. 3, la recherche d'un local. 4, les vérifications que c'est un bon local pour vous, avec nous et avec la cellule Permit. 5, la négociation. Voilà, et maintenant, c'est vraiment fini. Et moi, je peux rester encore un petit peu pour ceux qui le veulent. Je vais regarder si dans le chat, il y a encore des questions pour ceux qui ont encore envie d'échanger sur leur projet. En tout cas, la présentation de Cécile vous sera bien transmise par mail ainsi qu'un lien vers l'enregistrement de cette session. Donc, tout ça, vous recevrez par mail dans les jours qui suivent. En attendant juste vos questions, je vais faire un mini partage. Un instant, où est-ce qu'il est? Bon, ça ne marche pas. Vous pouvez déjà inscrire vos questions dans le chat si vous en avez pour Cécile. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager. Donc, on vient de lancer cette semaine une série un accompagnement sous forme de speed coaching, donc des sessions d'1 heure sur des thématiques bien précises. Et donc, si vous voulez vous faire accompagner, il y a un petit diagnostic pour commencer. Et lors de ce diagnostic, c'est justement avec l'équipe de Cécile que vous allez être en contact pour voir quels sont vos besoins. Alors, quand vous vous lancez, c'est peut-être un peu moins approprié, mais on voulait quand même vous donner l'information là-dessus. Et maintenant, on passe aux éventuelles questions que vous auriez. Où est-ce que j'ai mis le chat ? Moi, je vois que j'ai une question en Oui. privé de Frédéric Mertens, mais donc on peut peut-être rester en privé. Ça, je ne sais pas trop comment on fait, mais voilà. Vas-y. Pardon ? Ah, bah... Et parce que, je sais pas, sauf si Frédéric veut bien que j'en parle avec tout le monde, mais... Alors, Serge, permis d'urbanisme, permis des affectations, quoi d'autre au niveau des permis ?
Au niveau des permis, en fait, il y a plein d'autorisations à obtenir avant d'ouvrir un commerce. Donc, vous avez la toute première et qui est la plus problématique, c'est cette histoire de permis d'urbanisme ou l'affectation. Je ne sais plus ce que vous voulez ouvrir, Serge. Mais ça, c'est l'autorisation la plus longue à obtenir et qui demande vraiment beaucoup de paperasse, j'ai envie de dire, et parfois l'intervention d'un architecte, etc. Mais une fois que vous avez obtenu ça, après, il faut aussi, selon votre activité, faire passer les pompiers, faire passer l'AFSCA. Donc oui, il y a toute une série de démarches à effectuer. Les démarches, elles sont propres à chaque commune, pour faire très simple. Et donc, en fait, il faut généralement contacter la cellule commerce de la commune qui vous intéresse, enfin de la commune où se trouve le local qui vous intéresse. Et alors, on va vous fournir une liste avec toute avec la série des documents que vous devez apporter, des autorisations que vous devez avoir. Et donc voilà, donc là c'est vraiment commune par commune. Et donc, oui, alors, Serge, j'attends votre question pour finir sur ce point. Alors, la commune n'a pas à valider l'idée du commerce, dans le sens où le commerce est libre. Maintenant, son pouvoir, c'est de jouer justement sur le permis d'urbanisme. Et donc, elle va pouvoir dire, en théorie, hein, si on fait une application du droit pur, on peut ouvrir un ORECA là où on le souhaite. Mais pour des questions techniques, la commune va peut-être ne pas vous donner de permis d'urbanisme parce qu'il vous faut placer une hotte et que la hotte est refusée pour des questions esthétiques ou pour des questions techniques ou pour des questions de copropriété. Et donc, ça peut être refusé. Si vous ne pouvez pas placer votre hotte, alors vous ne pouvez pas créer votre resto, alors vous ne pouvez pas avoir une affectation ORECA. Mais si vous voulez ouvrir un magasin d'aliments pour animaux, là où la commune rêve qu'il y ait un magasin de chaussures, vous pouvez ouvrir un magasin pour animaux. Ça, je veux dire, c'est un commerce de vente de biens. Elle n'a rien à dire à ce sujet. Là où elle peut vous bloquer, c'est si vous contrevenez à l'urbanisme. Donc, par exemple, si vous repeignez votre châssis en rose, alors que vous n'avez pas demandé de permis pour le faire, elle peut vous intimer de remettre le châssis en gris comme il était précédemment. Tout ça, c'est contrôlé par l'urbanisme. Mais vraiment, pour tous les aspects de permis d'urbanisme, je vous renvoie, je pense même qu'il y a eu un enregistrement de l'atelier d'hier concernant les permis d'urbanisme. Et sinon, il y a sur le site du 1819 une page sur laquelle vous pouvez retrouver toutes les informations concernant les permis. Ouais, sur les permis, je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que je ne suis pas spécialiste. Alors, Frédéric me demande, pour installer ma petite fabrique de vélos, je souhaite acheter le local commercial ou le bâtiment. Mais l'offre sur ImoWeb est vraiment très limitée ou probablement tardive. Avez-vous une autre recommandation? Alors, si vous voulez fabriquer des vélos, j'espère que je comprends bien. Alors là, vous pourriez chercher un atelier et ensuite négocier avec la commune le fait d'avoir une partie du bâtiment qui soit affectée au commerce. Donc, par exemple, atelier sur 70% et vente sur 30%. Donc ça c'est des arbitrages qui sont possibles. Et donc peut-être que si vous élargissez votre recherche sur ImoWeb à atelier, ou alors que vous vous mettez à chercher sur Inventimo, parce qu'on a une catégorie spécifique à l'atelier, ça va vous aider.
Et Laura demande s'il est possible de négocier un bail commercial de courte durée. Oui, bien sûr. Il est possible. Alors, le bail commercial, encore une fois, c'est technique, hein, le bail commercial. Je ne vais pas vous faire ici un exposé juridique. Mais le bail commercial de courte durée existe en région de Bruxelles-Capitale. Il est valable pour 1 an maximum. Donc, vous pouvez négocier un bail pour 6 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. À partir du moment où vous restez après 1 an, ça se transforme automatiquement en bail 369. Et donc, en bail de 9 ans en fait même, hein, parce qu'en commercial, c'est un bail de 9 ans. Et donc, vous êtes automatiquement sous la loi des baux commerciaux. Et donc, s'il y a conflit, le juge pourra requalifier votre convention d'occupation précaire en bail commercial classique. Mais c'est une bonne idée dans le contexte actuel de commencer par un bail commercial de courte durée pour voir un peu comment ça prend, si c'est le bon quartier. Et pour faire, voilà, ça me paraît être une très bonne piste pour attaquer 2021. Et vous avez, si je ne m'abuse, la possibilité de recevoir un modèle de cette convention d'occupation précaire. Je crois qu'on l'a. Et Carlo, est-ce possible pour moi d'ouvrir un magasin d'alimentation méditerranéen ou un snack, et où ça? Mais là, Carlo, vraiment, je vous invite à faire un business plan un peu plus, enfin, à nous partager votre business plan un peu plus détaillé, parce que dans le magasin d'alimentation méditerranéen, moi, je peux mettre plein de réalités différentes. Snack, c'est encore complètement autre chose, et ça va dépendre de ce que vous allez vendre, de quelle catégorie de produits, de quelle façon, qui sont vos fournisseurs, qu'est-ce que vous visez, etc. Donc, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous avec un business plan. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions qui sont actuellement posées. Est-ce qu'il y en a d'autres? Nouveau message. On dirait que non. On dirait que non. Bah alors, merci beaucoup à tous. Merci Cécile, merci à tous. Et donc, n'hésitez pas encore à vous inscrire aux prochaines interventions prévues cette semaine. Donc, tout se trouve sur le c1819.brussels. Bon après-midi, à bientôt.